Voilà, chose promise, un cours sur le livre des merveilles de Marco Polo. Donc là, nous procédons à l'étude de ce livre, hein. Nous sommes en pleine étude, donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra bien, de faire un point sur vos connaissances et surtout vous permettre de prendre un peu de hauteur et de vous apporter des choses nouvelles. Le livre des merveilles, que l'on appelle aussi le devisement du monde. Alors, devisement, c'est un terme un peu ancien, un peu désuet, hein, c'est-à-dire que l'on utilise moins, qui signifie description, discours portant sur un sujet précis, récit, en tous les cas narration. Narration de choses qui, là, en l'occurrence, ont été vues ou entendues par Marco Polo. Cet homme, voilà, qui très courageusement euh, a sillonné le monde à une époque où, ben, mon Dieu, on pensait que au bout de la ligne d'horizon, on tombait dans le vide. Donc, une espèce de héros, si vous voulez, que ce Marco Polo. Alors, que sait-on sur Marco Polo? Eh bien, il est né dans une famille de marchands vénitiens. Son papa entreprend régulièrement, entreprend la route de la soie à la rencontre de caravanes, hein, qui viennent d'Orient et qui ramènent des épices et de la soie. Alors on est très très friand en Europe d'épices. Voilà, ce sont des choses absolument extraordinaires que l'on ne connaît pas du tout, évidemment, en Europe. Donc on a une grande appétence pour ces choses-là. Et donc des hommes, comme le papa de Marco Polo, mu par cette espèce de fièvre, hein, du commerce, prend des risques importants, hein, sillonner la route de la soie. Pour autant, qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que le petit Marco devienne à son tour un aventurier? Eh bien, il est âgé de 16 ans en 1271 lorsqu'il prend la route de l'Extrême-Orient cette fois avec son père. Alors c'est un très long voyage, ils vont mettre 3 ans. 3 ans pour traverser la Méditerranée, la Perse, le Cachemire, le désert de Gobi, avant d'arriver dans le territoire des Mongols, chez Kubilai Khan, le fameux Grand Khan. Et là, il est reçu donc au palais du Grand Khan et une profonde amitié va se lier entre le jeune Marco Polo et ce grand souverain, le Grand Khan. Au point, par exemple, que ce dernier, le Grand Khan, demande au jeune Marco de, de rester à son service. Sans hésiter certainement très longtemps, Marco Polo accepte et du coup il apprend le turc. Part à l'aventure, monsieur le grand aventurier. Comment va naître ce livre des merveilles? Eh bien, pendant 17 ans, Marco Polo va rendre de bons et loyaux services au Grand Khan. Il va effectuer pour lui de très nombreuses missions à travers la Chine. Et puis il revient à Venise en 1295 et pas longtemps après, 3 ans après, en 1298, il est fait prisonnier par les Génois qui sont à cette époque-là en guerre contre Venise. Il les fait prisonnier et du coup dans sa prison. Peut-être pour occuper le long confinement carcéral, si je peux puis me permettre, un mauvais jeu de mots, Marco Polo dicte à son camarade de cellule, hein, l'écrivain Rustichello de Pise, il lui dicte le récit de ses voyages. Et c'est ainsi que finalement le livre des merveilles apparaît. Ce livre est donc un livre très ancien, à une période où effectivement la langue parlée n'était pas encore le français que nous parlons actuellement, mais l'ancien français. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ce livre témoigne de ce que Marco Polo a vu et entendu lors de son voyage. Malheureusement, le manuscrit original a disparu. Voilà. Mais, en tous les cas, c'est un livre qui a connu un immense succès et qui est composé. Alors, ça dépend des éditions, mais entre 192 et 200 chapitres. Voilà. En tous les cas, que la maison d'édition choisisse de ne prendre que 192 chapitres, il n'empêche que le livre est toujours structuré de la même manière, c'est-à-dire un prologue, pro, c'est avant, logos, discours,
Donc un discours qui précède le cœur de l'œuvre, un prologue et 4 parties. Des parties qui suivent effectivement la chronologie du voyage. Mais alors, le livre des merveilles, je crois qu'il faut faire un point peut-être sur ce mot. Alors, du latin mirabilia, qui veut dire littéralement choses étonnantes, choses admirables. Donc, admirables, choses qui doivent être vues. Ce livre, effectivement, rend bien compte de l'émerveillement de Marco Polo à la vue bien de toutes ces découvertes de civilisations différentes, d'animaux extraordinaires au sens étymologique, dans la mesure au-delà de l'ordinaire de ce que les Européens connaissent. On y trouve également dans ce livre des anecdotes plus ou moins croustillantes, des combats, des peurs terribles, des joies immenses. En tous les cas, ce livre témoigne d'une expérience personnelle. Sachez que ce livre a été imprimé, puisqu'avant les manuscrits, donc vous l'avez vu, dans l'histoire, l'aventure du livre au Moyen-Âge, les livres étaient recopiés à la main par les moines scripteurs. Donc là, la première impression du livre des merveilles, c'est 1483. Je vous l'ai dit, succès populaire extraordinaire. Voilà, on s'empare le livre des merveilles, on s'arrache le livre des merveilles, on veut lire ou se faire lire le livre des merveilles. Donc, c'est un succès librairie absolument époustouflant. Au point, par exemple, petite anecdote historique, le grand Christophe Colomb, lorsqu'il effectue son 3e voyage, emporte avec lui le livre des merveilles. Non seulement il l'emporte, mais il prend des notes, il l'annote. Et on trouve plus de 366 notes de Christophe Colomb sur le livre des merveilles. L'introduction du livre des merveilles est extrêmement intéressante parce que c'est donc un récit de voyage et c'est un récit de voyage qui est présenté un peu à la manière d'une harangue. Une harangue dans les trouvères ou les troubadours à cette époque-là arrivaient sur les places publiques, à la foire en disant « Oyez, bonnes gens, venez, j'ai des choses à vous raconter, on m'a dit que… » Et là, effectivement, cette introduction commence un peu sur cet effet de rhétorique là, avec une apostrophe au seigneur, empereur, roi, duc, marquis, comte, chevalier et bourgeois. La première chose qui apparaît de manière extrêmement intéressante, c'est que finalement, ce livre ne s'adresse pas à deux types de population médiévale. Le petit peuple, forcément, parce que le petit peuple, ne sait pas lire. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ce livre ne s'adresse pas non plus aux hommes d'église. Pourtant, les hommes d'église savent lire, mais ils ne lisent que des textes sacrés. Une chose également qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un récit de voyage, c'est forcément un récit rétrospectif. Ça veut dire un récit qui est fait bien après la capture des souvenirs. C'est un récit qui est fait effectivement avec la nécessité d'un retour à la mémoire. Donc on peut se poser déjà une question qui est intéressante. Entrer dans un récit de voyage, c'est aussi entrer avec les bonnes questions, comme toujours en littérature, se poser les bonnes questions. Et là, effectivement, la première question, c'est puisque les faits relatés sont achevés depuis longtemps, quel rapport je dois avoir, quelle foi je dois mettre en fait dans l'authenticité, la véracité du témoignage. Voilà, donc la qualité du souvenir. Ça, c'est une question effectivement à garder à l'esprit. Vous voyez, j'ai souligné également dans ce premier paragraphe d'introduction du livre des merveilles ce qui va être décrit par Messire Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, sont des choses qui vont être décrites parce qu'il les a vues de ses propres yeux. Alors, et puis dans le deuxième paragraphe, finalement, il y a une nuance de la part de l'auteur qui dit que finalement, du narrateur, Rustichello, pardon, c'est lui qui narre, en fait, l'auteur véritable, celui qui dicte, c'est Marco Polo. On définit quand même après dans la nuance les choses vues pour vues et entendues pour entendues. Alors, une autre caractéristique du récit de voyage, c'est que c'est un témoignage personnel et le témoin qui rapporte est ou un témoin oculaire qui a vu ou un témoin
auriculaire qui a entendu. Alors, vous voyez la qualité du souvenir à laquelle on faisait allusion précédemment. On nous prévient effectivement, quiconque en fera ou en entendra la lecture devra croire, parce que toutes choses y sont véritables. Donc il y a effectivement en arrière-plan, en filigrane, cette nécessité d'accepter, de croire a priori. Pour finir cette introduction, effectivement, ce qui est mis en avant là, c'est la chance de pouvoir coucher par écrit les choses qui ont été, les merveilles que Marco Polo a vues ou a reçues pour vrai. Et oui, c'est une grande chance, parce que nous sommes au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, évidemment, c'est presque caricatural de dire qu'il n'y a pas ou peu de moyens de communication, en tous les cas, pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, que le temps de faire passer une information, il faut faire diligence, il faut se dépêcher, être en diligence, donc à cheval aussi pour envoyer l'information. Donc forcément, il y a des tas de gens qui ignorent tout de ce qui se passe en dehors, non pas de l'Europe, non pas de la France, non pas de la ville, mais peut-être même simplement en dehors des créneaux du château. Voilà. On voyage pas ou peu. Donc le Moyen-Âge, c'est peut-être le moment de faire une petite pause historico-littéraire, puisque finalement, la littérature, c'est donc très synonyme, de mon point de vue, synonyme d'histoire des idées, et ça marche sur les mêmes rails que l'histoire avec un grand H. Donc le Moyen-Âge, sachez que c'est une très très longue période qui débute à la chute de l'Empire romain, au 5e siècle après Jésus-Christ, en 476 exactement, et qui s'achève à la fin du XVe siècle, là, au moment on date la fin du Moyen-Âge à la découverte de l'Amérique en 1492. Donc, le Moyen-Âge succède à l'Antiquité, effectivement. Le Moyen-Âge a une drôle de réputation, une réputation que le Moyen-Âge a héritée aussi peut-être du cinéma, où on voit effectivement des hordes de sauvages édentés, avides de sang, violents, sales, voilà, qui déversent de l'huile bouillante des créneaux du château lorsqu'ils sont assiégés, ce qui est une chose absolument aberrante, puisque l'huile à l'époque était la seule possibilité pour eux de conserver leur aliment. Donc quand on siège, on ne gaspille pas évidemment, ce qui nous permet de tenir le siège et de survivre. Donc voilà, le Moyen-Âge est effectivement une période un peu trouble. Alors, on y mène plusieurs combats au Moyen-Âge, on diffuse le christianisme, et puis il y a un gros combat aussi qui est mené sur le plan linguistique, puisqu'au Moyen-Âge, donc, le français n'est pas le français que nous parlons aujourd'hui, c'est donc un ancien français. Et l'ancien français n'était pas une langue stable. C'est-à-dire que, par exemple, au Royaume de France, entre le nord et le sud, on ne parlait pas du tout la même langue. Et pour preuve, on parle de la langue d'Oil dans le nord et la langue d'Oc dans le sud. Langue d'Oc-Roussillon, c'est un héritage. Eh bien, Oil, c'était la manière de dire oui dans le nord de la France et Oc dans le sud de la France. Donc effectivement, pour fédérer un royaume, pour qu'un royaume soit puissant, il faut une langue commune. Donc on se bat pour imposer le christianisme, on se bat pour imposer une langue, et puis assurément on guerroie beaucoup, on fait la guerre pour gagner des continents. Donc Marco Polo qui revient plein XIIIe siècle avec un témoignage d'un ailleurs inaccessible pour beaucoup d'hommes et de femmes au Moyen-Âge, c'est un trésor absolument merveilleux. Le récit de voyage se présente, effectivement, nous l'avons vu, comme un témoignage absolument vécu, qui repose sur l'expérience du voyageur. Le voyageur, on a vu, est un témoin oculaire, donc qui voit, ou un témoin auriculaire, qui entend. Le récit de voyage a également une valeur documentaire. Le voyageur cherche à transmettre à son lecteur des informations sur des contrées, évidemment, qu'il ne connaît pas. Le récit de voyage présente de très nombreuses descriptions. Des descriptions de la géographie, des territoires découverts,
mais aussi de la faune et de la flore. Le récit de voyage permet aussi une rencontre avec des sociétés humaines. On découvre leurs coutumes, leur mode de vie, leur culture. Le voyageur, d'une certaine manière, est un ethnologue, quelqu'un qui étudie les groupes humains. Mais en fait, le regard du voyageur et ses commentaires ne sont pas neutres. Voilà. Parce que non seulement la difficulté à la neutralité est le propre de l'homme, et puis l'émerveillement suscité par les découvertes altère véritablement l'objectivité. Et puis notre voyageur n'est pas un scientifique, même si je viens de le qualifier d'ethnologue, c'est avec de très gros guillemets. Notre voyageur n'est pas un scientifique, et notre voyageur s'émerveille ou s'indigne de ce qu'il voit. Donc, ses propos sont forcément subjectifs. Sur le plan stylistique, pour donner à voir, eh bien, il faut effectivement de très très nombreuses descriptions. Il faut décrire ce que le voyageur a vu pour que le lecteur puisse se représenter au mieux les choses inconnues dont ce voyageur lui parle. Et c'est pour ça qu'effectivement, le voyageur va utiliser de nombreuses références qui font référence au monde connu, bien entendu. Les descriptions qui sont faites pour donner à voir sont souvent, en tous les cas, dans le livre des merveilles, très souvent mélioratives. Vous entendez meilleur, donc c'est quelque chose qui rend meilleur, qui embellit ce dont on parle. Et donc, pour que la description soit améliorative, il faut assurément de très très nombreux adjectifs. Et enfin, comme le voyageur cherche à émerveiller, en tous les cas à communiquer son émerveillement plutôt, il va avoir recours aux figures du style de l'amplification et particulièrement à la figure de l'hyperbole. Vous vous rappelez une hyperbole, par exemple, je verse un torrent de larmes. Donc, même lorsque l'on pleure beaucoup, le fait d'employer le mot torrent est pour amplifier la nature du chagrin. Parmi les caractéristiques d'un récit de voyage, on sait qu'un récit de voyage, c'est aussi quelque chose qui oscille entre le rêve et la réalité. Le récit de voyage présente effectivement un caractère informatif, assurément, une information qui est transmise, mais laisse une large part au rêve et à l'imaginaire. Pourquoi? Au rêve et à la réalité, pardon. Rêve et imaginaire, ce serait synonymique, pardon. Rêve et réalité. Eh bien parce que le voyageur qui est fasciné par ce qu'il découvre est souvent amené à déformer et à amplifier la réalité qu'il décrit. Donc c'est une merveille, ce livre. Ce livre de Marco Polo enchante, émerveille et surtout instruit le lecteur du Moyen-Âge. Il le fait voyager et l'entraîne dans un autre monde, voilà, un ailleurs absolument méconnu, nous l'évoquions précédemment. Le merveilleux du monde décrit par Marco Polo réside en fait en ce que cet autre monde, ce monde de la différence, eh bien c'est pas une fiction, mais c'est bien la réalité. Le livre des merveilles décrit bien un monde extraordinaire, et ce qui émerveille le lecteur n'est pas tant la possibilité qu'un tel univers puisse exister, mais l'assurance qu'il existe bien, puisque Marco Polo en est revenu et en témoigne. Ce qu'illustre le livre des merveilles, c'est que finalement, dans ce Moyen-Âge qualifié très souvent d'obscurantiste, donc l'obscurité, effectivement, d'individus qui sont tellement occupés par des problématiques effectivement de guerre ou des problématiques plus nobles, de diffusion d'une langue commune unificatrice, le français, eh bien, ce livre, effectivement, permet, en dépit de cet éloignement et de cette méconnaissance, ce livre force la curiosité et l'admiration. Et puis enfin, ce livre des merveilles ne rejette absolument pas, mais au contraire, c'est un livre qui permet de se rendre compte, eh bien que finalement, ce qui est montré, ce qui est présenté, ces cultures qui sont mises en avant, eh bien, toutes ces cultures-là
ont quelque chose d'extraordinaire. C'est véritablement l'expérience de la tolérance, puisque on découvre l'Orient, on découvre la religion musulmane, par exemple, on découvre la polygamie aussi dans ce livre. Eh bien, toutes ces découvertes-là ne sont jamais empreintes de jugement. Jamais. La curiosité et l'admiration dans le livre des merveilles ne rejettent en fait ni ne condamnent les usages de l'Orient. Voilà. Et ce livre n'affirme pas non plus, jamais, la supériorité de l'Occident. Donc c'est une sorte de traité de la tolérance, pour emprunter ce titre à un autre auteur au XVIIIe siècle. C'est un livre qui permet de voir, de comprendre, de mieux comprendre l'autre. C'est un livre sur l'altérité. L'autre est un autre moi-même et l'autre est un miroir de moi. En regardant l'autre, je me mire aussi et du coup, je découvre beaucoup plus de choses sur qui je suis. Voilà. Le prochain cours portera sur la fièvre du voyage et sur la poésie du voyage. En attendant, je vous propose un lien pour un livre à feuilleter absolument sans modération. Encore une fois, sur le site de la Bibliothèque nationale de France, vous allez pouvoir feuilleter et écouter la lecture du livre des merveilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez un bisou de Lulu. À bientôt, au revoir.